Eh bien bonjour, merci d'être avec nous pour cette deuxième table ronde. La transition est toute trouvée, hein. Je rappelle le titre de cette table ronde, comment retrouver sa liberté d'action en créant de nouveaux cadres de collaboration équilibrés et efficaces sur les territoires. On avait plein de choses à dire sur la première table ronde, je pense qu'il y en a autant à dire sur cette deuxième table ronde. Et justement, peut-être avant de se poser la question comment faisons-nous pour collaborer, pour répondre à cette préoccupation dans ce marché concurrentiel, moi j'ai presque envie de vous poser la question pourquoi ? Pourquoi faut-il collaborer ? On a déjà un petit élément de réponse, mais quels sont finalement les enjeux à la collaboration entre organismes de formation aujourd'hui ? Qui veut se lancer ? Qui prend la parole ? Vous avez le micro, je vous en prie. Je me lance. Donc Géraldine Chupin, je fais partie de la région Centre-Val de Loire, donc acheteur public. Donc je suis ingénieure de formation et je pilote une démarche d'accompagnement des organismes de formation dans notre région. Donc à la question pourquoi faut-il aujourd'hui collaborer ou quel est le contexte, je pense qu'Élodie a bien posé en fait le contexte aujourd'hui et l'écosystème de la formation professionnelle qui est en forte mutation. Ce contexte-là, il fait qu'aujourd'hui, on a des besoins en emploi très forts, on est aussi en plein emploi. On a aussi le plan d'investissement dans les compétences qui amène à avoir un nombre de places de formation inédites et donc une forme de concurrence entre les offres de formation. Et aujourd'hui, pour pouvoir aller remplir les formations, pour pouvoir former les publics, eh bien, on va chercher des publics de plus en plus loin. Les publics les plus employables aujourd'hui retrouvent plus facilement de l'emploi ou sont en emploi, mais finalement, les publics les plus éloignés de l'emploi, c'est ceux qu'on a aujourd'hui en formation. Et ces publics, aujourd'hui, la formation qu'on pouvait délivrer il y a une dizaine d'années, elle ne répond pas à leurs besoins. Donc nous, acheteurs publics, et puis vous, organismes de formation, on se trouve confrontés justement à ce nouvel écosystème de dire on doit revoir nos attentes par rapport à ces besoins des publics, puisque l'objectif, que ce soit pour vous ou pour nous, c'est bien de permettre à ces publics qui rentrent en formation soit une insertion directe, soit d'acquérir de nouvelles compétences pour leur parcours professionnel, que ce soit dans une insertion directe ou à plus ou moins long terme en fait. Et donc, en fait, aujourd'hui, là où on demandait que de faire de la formation, maintenant on demande de faire de la formation, on demande de diversifier les modalités de formation, on demande d'hybrider parce que ça répond à des besoins, on demande d'aller vers de l'accompagnement de plus en plus social. Je parle avec mon prisme d'acheteur public, personne en recherche d'emploi, hein, je le précise, et moins sur le volet salarié, bien sûr. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en tant qu'organisme de formation, vous avez une chaîne de valeur. Vous avez des activités qui sont à forte valeur ajoutée, des activités qui vous distinguent en termes de concurrence. Et puis, on vous demande aujourd'hui d'aller sur de nouvelles activités parce que le besoin, il est là par rapport à ces publics. Et à mon sens, ça pose justement cette question de liberté d'action et de dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez investir ce sujet de l'hybridation? Est-ce que vous investissez celui de l'accompagnement social? Je prends ces deux exemples-là qui sont assez phares et prégnants chez nous. Ou est-ce que vous vous dites, non, moi ça ne fait pas partie de mon expertise, j'ai donc besoin de m'associer finalement pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là. Et c'est ça, à mon avis, qui pose la notion de liberté d'action et ce besoin de coopération qu'on a aujourd'hui. Madame Pécassou, j'en profite, vous avez le micro du coup. C'est plus une question d'enjeu, c'est même quasiment une question de stratégie, finalement, là, pour les organismes de formation. Présenté comme ça. Oui, alors c'est une stratégie, mais moi je voudrais revenir sur plusieurs petits points pour faire le lien entre les deux tables rondes. La marchandisation de la formation, on l'a subie depuis il y a déjà très longtemps. Je tenais à le dire, c'est pas nouveau. Et notamment au niveau des organismes, enfin beaucoup d'organismes qui sont ici, qui travaillent sur la commande publique, c'est quelque chose que l'on vit et contre lequel on se bat, donc depuis des années. Ça, je tenais à le préciser, et qui nous a mis à mal. Hein. Et ça continue. Voilà, ça c'était la première chose, je tenais à le repréciser, parce que quand on a été mis sur les marchés publics, comme on a été mis il y a vraiment des années, hein, on ne nous a pas trop entendus. Certains partenaires avec qui on collabore, on ne nous entendait pas. Et nous, on parlait du risque qu'il pouvait y avoir par rapport à ça. Et puis maintenant, tout le monde y est. Donc, il faut se retrousser les manches ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à ce que l'on... Enfin,
à l'importance de collaborer sur les territoires, ça je crois que de toute façon on ne peut pas passer à côté, notamment du fait de comment ça fonctionne maintenant, et notamment par rapport aux petits organismes de formation sur les territoires qui font souvent un travail de qualité, mais qui risquent, on a entendu que les organismes avaient coulé, et qui risquent de couler aussi, parce qu'ils n'ont pas toute la logistique qu'il faut, et donc il faut que l'on s'associe. Ça c'est une chose. Par contre, par rapport à ce que vous disiez, je crois que là aussi, il faut se souvenir, et créer, c'est se souvenir. Il faut arrêter de nous parler d'innovation, surtout sur de l'accompagnement social en particulier. Nos organismes émanent de l'éducation populaire, c'est quelque chose que l'on fait depuis des années. Donc là aussi, c'est simplement reconnaître ce qui se fait. Mais l'innovation, vous savez, c'est souvent la reproduction, hein, il y a des cycles. Et il faut arrêter de nous dire ça, parce que ça, on le fait depuis toujours. Donc, co-construisons ensemble, on a une expertise, il faut nous entendre par rapport à ça. L'hybridation, c'est autre chose, là, il y a des évolutions, mais je crois que c'est simplement un changement de modalité. L'accompagnement que l'on fait auprès des publics, il faut qu'on le reconnaisse, et qu'on le reconnaisse notamment dans les modalités d'achat. Madame Dartois, il y a des choses qui existent depuis des années, il y a quand même des choses qui ont changé sur les modes de coopération entre organismes de formation. Alors, il y a des choses qui existent depuis très très longtemps, et puis comme l'AFPA a 75 ans d'existence, oui, voilà, il y a des choses des collaborations qui existent, mais en fait, et depuis effectivement qu'on est passé sur des marchés publics, on a eu envie, besoin de répondre à la demande d'efficacité des financeurs. Je pense qu'on change de paradigme, on ne va plus répondre à la nécessité d'efficacité des financeurs, qui est tout à fait légitime, mais là, notre sujet aujourd'hui, c'est le changement d'échelle. Vous l'avez dit très, très, très clairement ce matin, il y a un changement, une évolution du monde du travail, il y a des transformations très importantes qui vont faire évoluer tous les métiers. Donc, ce qu'on doit faire tous ensemble sur les territoires, et c'est vrai que ce matin, dans la première table ronde, on n'a pas du tout entendu parler des régions, mais vous êtes, qui ont la compétence emploi formation. On n'a pas du tout entendu parler de territoire, et puis on n'a pas beaucoup entendu parler d'efficacité de réponse pour la personne, pour l'individu. Voilà. Et donc, ce qu'on doit faire aujourd'hui, je pense, c'est travailler ensemble à des coopérations qui sont évidemment pas toutes les mêmes à tous les endroits. Et l'AFPA, depuis quelque temps, notamment parce que, comme les petits, un gros a failli aller très très mal, et d'ailleurs a été très très mal, il a failli y passer, dans ce changement de paradigme. Et la coopération, pour moi, c'est juste une nécessité aujourd'hui, et c'est ce qui va nous permettre de changer d'échelle, aussi d'avoir du poids sur les territoires en termes de réponse, et je crois que c'est aussi ce que les financeurs attendent de nous, c'est d'avoir des coopérations d'expertise qui permettent de répondre à une demande, qu'elle soit sociale et qu'elle soit économique. Je crois qu'on est dans ces coopérations-là quand on les met en œuvre, et je pense que pour les uns et pour les autres, vous le savez, on a développé une stratégie qui s'appelle Village des solutions, et on ouvre nos centres AFPA à des organismes de formation qui étaient concurrents il y a encore quelques années, qui le sont beaucoup moins aujourd'hui. Je pense que quand on regarde les réponses à faire en appel d'offres à des demandes des collectivités, mais aussi des entreprises, quand on travaille ensemble, on a de plus en plus la capacité à répondre sur nos expertises et de ne pas essayer de tout faire, parce que, de toute façon, vu la demande et vu l'ampleur des changements à l'œuvre, on ne pourra jamais être seul à répondre à toutes les demandes. Est-ce que c'est une solution, ça, Monsieur Monoguier? On parle de collaboration, est-ce qu'on doit parler de co-construction, en fait? Est-ce qu'on doit anticiper même, et pas juste être en réaction? Ce serait ça? Je vais prendre des éléments de contexte. Voilà, ça y est. On raconte 2 éléments de contexte quand même, parce qu'on 36 milliards, c'était à peu près la somme dépensée par l'État en formation professionnelle de façon générale. Et il y a très longtemps, c'était déjà 24 milliards de fonds privés pour les salariés. Et on ne se demandait pas comment on faisait le business, qui était réparti par des gros organismes. Et puis on a décidé finalement de mélanger l'ensemble de la formation, y compris les demandeurs d'emploi, sur un paradigme commun, où finalement on s'est aperçu qu'on pouvait aussi faire du business. Maintenant, la réforme 2018 vient couronner le succès de la marchandisation de la formation.
pour lesquels on s'est vraiment battu. La CGT s'est bien battue, mais nous aussi, sachez-le. Mais bon, on a perdu. Le capitalisme l'a emporté. Les mécanismes capitalistiques sont en cours. Et on n'échappe pas à la formation professionnelle, à la mise en place des mécanismes capitalistiques avec des holdings de formation, des grands groupes qui se dessinent. Alors oui, Madame Nartois, vous avez raison, il y a de la coopération, sauf que les coopérations, souvent, c'est les gros poissons ensemble et ils oublient le petit poisson. Bon, donc moi, aujourd'hui, si j'ai un message, c'est que la coopération, elle ne se décrète pas, elle se construit, mais elle ne se construit pas seulement entre les gros. Donc ça se construit aussi à l'échelle du territoire, et elle se construit avec l'ensemble des compétences et des expertises nécessaires. Et là, il y a une co-responsabilité des acheteurs de formation. Pour moi, ils ont une co-responsabilité. Vous rédigez les cahiers des charges. C'est vous qui donnez le cap de la manière dont vous allez acheter. Et souvent, ce que j'entends dans les acheteurs publics et privés, même plus publics, c'est le service juridique qui l'emporte en disant si on avait une seule convention plutôt que 20, ce serait quand même sympa. Donc on va simplifier l'achat public, et donc on va faciliter l'achat peut-être groupé. Sauf que groupé, finalement, au bout du bout, c'est souvent les plus gros qui l'emportent, quitte à ce qu'ils deviennent multi-compétences, sans aller sur la coopération. Ça, c'est le constat d'aujourd'hui. Parce que si on veut aller sur la coopération, ça veut dire que l'ensemble des acteurs puissent se reconnaître dans un cahier des charges comme étant complémentaires dans des compétences. Ce n'est pas toujours écrit dans les cahiers des charges en tant que tel. Donc ça, je pense qu'il y a une co-responsabilité à co-construire les 3C, coopération, co-développement, puis j'ai envie de dire la collaboration. Il y a des nuances dans les 3 mots, il y a même des grades. Donc l'acheteur public ou privé a une responsabilité avec nous, et puis nous, on a une responsabilité aussi, c'est de se reconnaître et se connaître dans les territoires. Alors, la solution d'AFPA est une des prémices, ça démarre doucement, parfois, selon les régions, voilà, selon les régions, mais effectivement, c'est des prémices de dire comment on peut travailler ensemble. Et là, moi, je pense que on a un autre problème de co-responsabilité, c'est qui pilote dans l'avion? Qui pilote l'avion? Moi, depuis 10 ans, je constate qu'il n'y a plus de pilote. Alors, la région pilote la formation professionnelle, bravo, merci. Le département pilote la politique sociale, l'État pilote la politique de l'emploi, les collectivités locales pilotent les développements économiques, et tout ce beau monde, nous, on est obligés, lorsqu'on y arrive, à essayer de donner du sens pour garantir la formation tout au long de la vie. À essayer de rendre lisibles les politiques publiques, je ne parle même pas des OPCO, je vais mettre le privé à part, à essayer de donner du sens sur les territoires, et donc dans la coopération et dans la co-construction, pour faire en sorte que ça reste lisible pour les habitants et les salariés et les demandeurs d'emploi, enfin les personnes, quel que soit leur statut. Il y a un vrai sujet. Est-ce que nous devons prendre cette responsabilité ou est-ce qu'on doit le prendre? Alors, on dit, il y a les SPEL, il y a des tas d'instances. Il y a des instances un peu opaques. Je reste vraiment dubitatif sur France Compétences. Un ovni. Bon, mais n'empêche que sur les territoires, parce que c'est le sujet, on a des instances, là aussi, soi-disant de pilotage ou de copilotage. Et on s'aperçoit, et là, je pense que vous le vivez comme moi, les élus, en tout cas, ou même les habitants parfois, ont l'impression d'avoir des tas d'outils, illisibles, on ne sait plus qui fait quoi, il y a des tas de dispositifs, et personne n'en a le mode d'emploi. Et en plus, personne ne pilote la mise en cohérence des politiques publiques et privées sur une déclinaison territoriale. Mais c'est à nous d'être assez intelligents pour répondre déjà dans les cahiers des charges qu'on nous impose, et à mettre autour de la table les organismes ou les acteurs complémentaires pour essayer de donner de la cohérence. Et quand on le fait, on dit « Ah non, mais attendez, c'est pas votre rôle. Ah non, vous n'êtes pas légitime à faire ça. » Moi, je reste dubitatif sur le fait qu'aujourd'hui, dans les territoires, on détermine qui pilote la cohérence de déclinaison des politiques de formation pour que les organismes de formation retrouvent leur juste place. On peut le faire, on sait le faire, mais on va dire, non, c'est le rôle de Pôle emploi. Non, c'est le rôle des missions locales. Non, c'est le rôle des maisons de l'emploi. Non, c'est... Moi, j'appelle simplement à vraiment une grande conférence nationale où on met tout ça à plat, puis on essaie dans les territoires, pour les habitants et nos citoyens que je suis, à y voir clair. Madame Chupin, le rôle des acteurs publics sur le territoire, je pense que forcément... Je vais apporter une petite réponse à l'échelle de la région Centre-Val de Loire. Il y a autant de déclinaisons que de territoires. Il y a une historique sur chaque territoire qui fait qu'on a
une relation de co-construction avec les organismes de formation. Notre collectivité, elle a été labellisée achat responsable à plusieurs niveaux. Ça porte sur les achats responsables dans le sens environnemental, mais ça passe aussi sur les achats responsables du point de vue de ses fournisseurs et de la manière dont on travaille avec eux. On a ce souci de travailler avec les organismes de formation. Notre compétence, on ne peut la conduire qu'avec vous. Et si on n'a pas ce souci de l'appareil de formation régional, et bien derrière, on n'arrivera pas à atteindre ces objectifs, à permettre à ces personnes en recherche d'emploi de trouver un emploi. Donc on n'a pas cette logique de faire du groupement pour faire du groupement. On n'a pas cette logique de gros lots pour aller chercher les plus gros et laisser sur le territoire des OF qui du coup vont perdre des marchés et qui du coup ne pourront pas survivre. C'est pas notre démarche. Et notre démarche, elle est justement dans nos critères de cotation, dans la manière dont on construit nos marchés, de veiller à ce que ces critères-là d'ancrage territorial soient pris en compte. Et je reviens juste sur un petit focus sur cet accompagnement social. Vous en avez parlé tout à l'heure. Bien entendu que les organismes de formation œuvrent déjà sur ce champ-là, mais il est extrêmement renforcé aujourd'hui parce que les freins périphériques, les difficultés que rencontrent les publics sont de plus en plus fortes et elles ont été encore maximisées par la crise sanitaire. Donc du coup, on est sur une autre échelle. Et c'est cette autre échelle qui fait se questionner sur comment on organise la fonction accompagnement au sein d'un organisme de formation et qui fait se questionner sur est-ce que moi, j'ai encore la compétence ou l'expertise pour être sur cette fonction accompagnement au niveau où elle est posée aujourd'hui, ou est-ce que je dois m'outiller, m'aider d'une expertise autre qui viendra m'épauler et faire en sorte que je répondrai à l'entièreté des attendus. Mais j'insiste bien sur cette notion d'achat responsable et sur cette co-construction avec les organismes de formation. On a un dialogue qui est plutôt bien installé en région, on y veille, on travaille avec les fédérations, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est là, c'est parce que du coup dans notre travail, on travaille avec les acteurs de la compétence, avec vous Synopdes, et j'insiste aussi sur le fait que pour nous, on ne pourra conduire notre compétence et atteindre les attendus de nos cahiers des charges si on ne s'appuie que sur des gros opérateurs. Et les gros opérateurs en région aujourd'hui chez nous, eh bien, sont dans une démarche de groupement, de partenariat. On y reviendra sur cette notion de groupement et de partenariat et la logique construite ou un peu opportuniste de ces groupements qui nous questionnent. Madame Cassou, je voudrais votre réaction parce que, on le disait, c'est qu'il y a effectivement un rôle plus étendu en tant qu'OF que de simplement former, c'est ce que vous disiez. Et là, c'est ce que disait Mme Chupin, on va chercher de la collaboration pour répondre à l'ensemble de nos missions. C'est une solution, la collaboration, pour faire face à toutes nos missions en tant qu'OF, à notre rôle peut-être un peu plus sociétal? Ah oui, je pense que la collaboration est une solution et qu'il faut la faire et au niveau des territoires et pas uniquement d'ailleurs entre organismes de formation. Je crois qu'on peut, parce qu'il ne faut pas perdre de vue pourquoi on est là. Je sais bien qu'il y a des gros groupes qui arrivent, on ne sait pas pourquoi, etc., qui débarquent, mais on est là pour le public avant tout. Avec engagement, on veut accompagner des publics. Quand on parle des demandeurs d'emploi les plus en difficulté, leur permettre une certaine émancipation et les accompagner à devenir des citoyens à part entière et pas entièrement à part pour les plus en difficulté. Je crois que vraiment c'est ça qui nous porte depuis des années, donc il ne faut pas oublier pourquoi on est là. Et la formation est un outil d'émancipation, mais en collaboration avec d'autres. Après, ça doit se jouer effectivement au niveau des territoires, mais je rejoins Maurice par rapport aux pilotes. Actuellement, il n'y a aucune lisibilité entre les actions qui arrivent au niveau national, celles qui sont au niveau régional. Enfin, je rejoins ce que disait Maurice. Et là, on s'adresse... les organismes qui sont dans votre région ont sans doute beaucoup de chance. Je ne suis pas mal lotie non plus en Nouvelle-Aquitaine, mais ce n'est pas le cas de toutes les régions ici. Donc il y a quand même une complexité. Il faut quand même quelqu'un pour réguler. On peut mettre en place des choses, mais il faut évaluer. Et évaluer, c'est pas le TripAdvisor de la formation, c'est-à-dire savoir combien ça en emploie, parce que c'est pas forcément que l'objectif. En fonction des actions, c'est pas forcément l'objectif. Et actuellement, c'est que ça qui est évalué, le quantitatif, et rien au niveau qualitatif. On revient à ce qui se disait tout à l'heure. Voilà, donc importance, je m'écarte, je crois un peu, mais il faut m'arrêter.
je m'écarte un peu, mais c'est vrai, toutes les régions n'ont pas cette chance-là, et on se retrouve avec une multitude d'actions, que ce soit pour les demandeurs d'emploi et pour les salariés aussi d'ailleurs. Personne ne comprend rien. Personne, enfin les conseillers en évolution professionnelle, les structures d'accueil, etc., ils ne savent pas trop. Et il y a des actions sur la même thématique. Moi j'ai une anecdote, on ne va pas tomber dedans, mais sur un territoire en Gironde, il y a eu des actions de service à la personne. Il y en a 7 ou 8 qui ont démarré en même temps sur un petit bassin d'emploi. Et de fait, parce que le département faisait la sienne, parce que la région faisait la sienne, parce que les OPCO faisaient la leur, etc. Et de fait, aucune n'a ouvert. Parce qu'il n'y avait pas le public. Il y en avait 2 là, il y en avait un là, il y en avait un là. Et en plus là, c'est une excessive, enfin c'est vraiment une mauvaise gestion des fonds publics. Voilà. Après, sur les territoires, il faut, on en parlera peut-être après, hein, mais je crois qu'on peut faire des choses ensemble, mais il faut respecter. Je crois que pour avancer et pour pouvoir collaborer, il faut d'abord, porter les mêmes valeurs. Je suis désolée, c'est peut-être un mot qui est galvaudé, mais pour moi c'est important. Il faut qu'on se retrouve sur des valeurs, sur ce que l'on veut faire, qu'on n'oublie pas le public et qu'on respecte le champ de compétences des uns et des autres. On co-construit, on est expert, vous le disiez tout à l'heure, dans certains domaines, on ne sait pas tout faire. Faisons-le ensemble et on n'oublie surtout pas les petits. Madame Dartois, je vous ai vu hocher la tête quand Madame Becasso disait qu'il fallait collaborer, mais pas que entre OREF, et qu'on pouvait inclure d'autres acteurs. Oui, parce que je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je crois qu'il ne faut absolument pas oublier tous les matins quand on se lève pourquoi on fait ce métier. Et on fait ce métier pour accompagner des publics à s'émanciper, à devenir compétents dans l'entreprise et voir se former tout au long de la vie. Donc c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et les collaborations, si on veut changer d'échelle, effectivement, et j'étais en Rhône-Alpes hier, où on a un village des solutions, c'est pour ça que qui regroupe 40 partenaires. Le partenariat, c'est hyper exigeant. Vous ne pouvez pas fonctionner à 40 si vous ne vous connaissez pas bien, si vous n'avez pas pris en compte l'expertise de chacun, même si on peut avoir la même. Mais ça veut dire que les 40, donc on est 41 avec nous, ça veut dire qu'on n'est pas là juste pour rester en silo, chacun dans nos bureaux. On va évidemment créer du 1+1. Donc ici, on va accompagner certains jeunes pour passer le permis de conduire. Par ailleurs, on va faire un événement culturel pour essayer d'attirer les personnes vers l'information emploi-formation, parce qu'il y a, dans ce village-là, il y a Pôle emploi, il y a une mission locale, il y a des acteurs du CEP avec lesquels on a contractualisé pour qu'ils puissent évidemment jouer leur rôle avec un nombre de personnes qui viennent de façon assez massive sur le lieu. Et en fait, notre enjeu, c'est de faire du 1+1 et d'inventer, de co-innover des parcours qui n'existent pas sur le territoire, sans réinventer toute la machine à gaz. Et je crois que la collaboration au-delà des opérateurs de formation, il est essentiel. Et pourquoi il est essentiel? Parce qu'on n'en a pas entendu parler ce matin non plus, mais il y a une petite nouveauté là, sur les territoires qui s'appellent les tiers-lieux. Et les tiers-lieux, on pense que dès demain, ils vont pouvoir faire de la formation parce qu'ils sont des professionnels des parcours. Or, effectivement, si on ne rentre pas dans ces tiers-lieux en tant qu'organisme de formation, parce que l'ingénieur... Enfin, je pense que si certains d'entre vous avaient discuté avec des tiers-lieux, des responsables de tiers-lieux, la notion de parcours, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Le consommateur d'un tiers-lieu, enfin un usager qui vient dans un tiers-lieu, il vient chercher des ateliers, etc., mais il n'a pas la notion de parcours. Donc l'idée, c'est pas d'avoir peur ou d'être concurrent, mais c'est de dire, voilà, nous, on a des offres à vous proposer dans les tiers-lieux et on déplace une offre de service dans ces endroits pour pouvoir collaborer ensemble, etc. C'est pas si simple. Et puis notre secteur, il est très compliqué depuis des années. Quand je vous entends dire c'est pas simple, personne n'y comprend rien, est-ce que c'est nouveau? Enfin, ça fait des années que... Enfin, moi, je n'espère plus du tout qu'un jour, notre système soit lisible par un usager, par un bénéficiaire, par un salarié. Je pense que si on ne se dit pas que nous sommes les tiers de confiance, justement, collectivement, sur un territoire, avec les financeurs, pour donner de la lisibilité, c'est pour moi le premier enjeu de la coopération. Vraiment, c'est le premier enjeu. Les dispositifs existeront toujours. Tout à l'heure, vous en parliez, finalement, le fait que PROA existe, le fait que le CPF existe, le fait que plein d'autres dispositifs siglés que plus personne ne comprend existent.
ils sont nécessaires, tous. Donc c'est comment on s'y retrouve, et puis surtout, je pense que l'enjeu qu'on a à faire pour demain, pour collaborer ensemble, c'est de créer ce fameux droit à l'accompagnement, parce que je pense que c'est vraiment ça qui nous manque là, comme trou dans la raquette, vis-à-vis des publics, qui sont évidemment en attente de rentrer sur le marché du travail. On parle du coup de collaboration pour répondre à des cahiers des charges, on parle de collaboration pour partager des expertises. Ça nécessite, vous l'avez dit, de la confiance. Ça nécessite comment on construit ça concrètement? Comment à un moment donné, dans un marché concurrentiel, dans un marché hétérogène, dans des territoires différents, comment concrètement on construit cette collaboration et cette confiance? Alors, déjà, on a la chance, nous, d'être dans une famille où l'ancrage territorial et la notion de proximité a toujours été au cœur de notre préoccupation dans les régions et dans les territoires. Donc on a l'habitude quand même, depuis de nombreuses années, pour compléter le propos, finalement de donner de la cohérence nous-mêmes parfois aux politiques publiques. Et donc de tricoter, de faire du cousinage en résonance à nos valeurs, parfois à nos réseaux, et donc d'avoir parfois des groupements, non pas d'opportunisme au sens business, mais des groupements d'intérêt, de compétences et de complémentarité, notamment sur le maillage territorial, parce que nous avons des régions très disparates. Moi, j'ai une région, parfois j'ai une zone rurale tellement importante, on a tout intérêt à regarder qui est présent, qui ne l'est pas, et comment on peut, à travers les appels à projets ou appels d'offres, répondre de façon en consortium le plus cohérent possible, faire en sorte que les habitants aient le bon service au bon moment. Ça, je pense que c'est déjà, en tout cas dans notre réseau Synovdes, et je vais élargir à la Fédération du ROF, le réseau des APP, c'est une culture. Mais ça ne se décrète pas. Alors ça ne se décrète d'autant pas qu'effectivement, le marché n'a pas amélioré les choses. Parce que moi, je me souviens, dans les années 90, quand on m'a dit « ça y est, on va marchandiser, parce que tout ça vient de l'Europe, enfin, il faut le reprendre quand même, d'où ça vient. Ça vient quand même qu'on a décrété que la France ne serait plus un pays d'industrie, mais un pays de services. Et où l'éducation et la culture et la formation seraient des objets de consommation. C'est ça la clé d'entrée. Aujourd'hui, on est d'ailleurs sur la formation quasiment un objet de consommation banal, parce que le CPF est en train de le faire. Si on veut revenir un petit peu à des choses intelligentes vis-à-vis de l'accompagnement global des personnes, parce que faire de la pédagogie, nous on le sait, au niveau des formateurs et des équipes sur le terrain, on ne dissocie pas l'individu, il n'est pas en silo. C'est un individu avec ses difficultés d'apprentissage, de projets professionnels, mais aussi de freins périphériques, de santé, etc. Donc ça c'est pas nouveau, mais le cousinage, lui, se décrète pas. Et là, pour le coup, l'ambiguïté marché est quand même très compliquée à, on va dire, à enlever si les acheteurs publics facilitent pas la collaboration, non pas d'opportunisme au sens business, mais bien au sens complémentarité, compétence. Si l'opérateur public ou l'acheteur public ne facilite pas ça à travers son cahier des charges, ça reste compliqué. Alors on va le faire parfois parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, parce qu'il y a des respects, parce qu'il y a des valeurs qu'on partage, mais ça reste très aléatoire. Pourquoi? Parce que c'est pas lié à des institutions, c'est lié parfois à des hommes et des femmes sur le terrain. Et ça, c'est très fragile. C'est-à-dire qu'il s'agit simplement qu'un nouveau directeur, une nouvelle directrice arrive en disant « moi je suis la holding, et maintenant c'est moi qui va parler, et c'est moi qui vais faire le business », tout ce qu'on vient de dire, c'est balayé. Et toutes les collaborations et les partenariats sont balayés. Donc je pense que là, il y a une sorte de paroxysme permanent entre nous, ce qui fait qu'on est un peu schizophrène quand même. Parce que quand un appel d'offres appelle, qui appelle qui? Comment on se rencontre? Souvent, c'est les plus gros qui commencent, parce que c'est comme ça. Ils oublient les petits. Alors les petits, on dit « ouh, on est là, bon, ouais, mais non, on va faire tout seul, on n'a pas besoin de vous. » Alors, moi je le vis, ce que je vous dis là, je le vis quotidiennement, parce que j'ai une région assez costaud dans ce domaine-là. Ça veut dire qu'effectivement, par rapport à ce que Mme Darthaud disait, il faut qu'on réinstaure le climat de confiance entre nous sur le fait que, bon, là on a de la chance, on disait on n'a jamais vu autant de moyens en formation professionnelle. Ça n'a pas duré les amis, je vais faire le banc, d'accord? Donc ça veut dire que demain, on risque de revenir quand même à des règles de concurrence où le camembert va se réduire et où on va demander de coopérer. Si on n'a pas le climat de confiance et de reconnaissance de compétences entre nous, ça va être, à mon avis, très compliqué de faire de la coopération. Ça ne se décrète pas parce que ça fait partie du projet stratégique.
Moi, je ne me marie pas, je ne travaille pas avec n'importe qui. Je choisis mes partenaires. Et je le choisis non pas Maurice Moleky, c'est l'AFP2I avec son projet associatif, son projet stratégique, qui choisit ses partenaires vis-à-vis de son projet. Donc je pense que c'est pas... Ça répond un peu à la question de madame au niveau de la région. Les groupements, c'est pas que du business. Au contraire, ça doit même d'ailleurs venir de nous, par rapport à nos valeurs et par rapport à ce qu'on veut faire, et d'aller chercher les bons partenaires au bon endroit. Mais Oui, je pense que c'est un enjeu extrêmement important, c'est-à-dire il faut la connaissance des uns des autres, ça prend du temps. C'est pas parce qu'il y a un appel d'offres que tiens, on va décider de travailler ensemble, ça se prépare bien en amont. Voilà, donc ça peut. Et puis je crois que il faut quand même le dire aujourd'hui. On a eu, et c'est un peu paradoxal par rapport au sujet d'aujourd'hui, on a eu beaucoup de financements sur l'innovation. Il y a eu un PIC qui a investi 15 milliards d'euros quand même, enfin il n'est pas terminé, avec effectivement des financements nouveaux pour innover. On a eu cette opportunité de proposer des choses nouvelles. Et je crois que voilà, on s'est tous emparés de ça, de cette capacité, non pas à attendre les appels d'offres des marchés, mais aussi à faire des propositions aux politiques, sur notre manière de répondre à la politique publique. Et je crois qu'on y est tous allés à plusieurs. Il n'y a personne qui s'est entêté à aller répondre à des appels d'offres tout seul, sauf quelques-uns peut-être qui n'ont pas compris qu'il fallait qu'on soit nombreux. Mais je crois que c'est vraiment ça aussi. Il y a eu des financements pour nous aider, et c'était quand même un enjeu. Tous les appels à projets qui ont été lancés, on nous a demandé de répondre en consortium, d'inventer des choses nouvelles, de mettre, et puis on est quand même dans l'économie du partage, du commun, et je crois que c'est un sujet qu'on n'abordera peut-être pas aujourd'hui, mais voilà, tout ce qui est commun numérique qui coûte très cher, on ne va pas pouvoir tous les développer, donc il va bien falloir qu'on se les partage. Comment on discute de tout ça, à quels endroits, etc. Là aussi, il y a un enjeu de pilotage sur la manière de mettre en commun ces sujets-là. Je ne rentre pas dans l'hybridation parce que c'est encore un autre sujet, mais là aussi, on a des gros enjeux de partage, de professionnalisation des formateurs sur toutes les modalités pédagogiques qui sont nécessaires au parcours, qui sont nécessaires à une réponse spécifique sur un territoire. Moi, j'en parle souvent, mais on vient d'ouvrir hier un co-learning en Ardèche. Il n'y a pas d'offre structurelle à 50 km à la ronde, donc un co-learning, ça permet d'inviter d'autres organismes de formation à venir avec nous traiter, répondre à une demande. Donc je pense que cet enjeu-là, non seulement de connaissance, mais de réflexion sur des valeurs, sur une réponse centrée sur la personne en fonction de nos expertises, elle se nourrit bien en amont de la sortie des appels d'offres, parce que c'est comme ça qu'on peut être pertinent d'ailleurs et certainement les gagner. Je vais prendre juste de la suite sur ça. Je partage complètement ce que vous avez dit sur le fait que le partenariat, ça ne se décrète pas. J'ai parlé de groupement opportuniste parce qu'on le vit, on le voit, hein, soyons réalistes. On a instruit notre PRF il y a 2 ans, c'est flagrant, quoi. C'est-à-dire que les offres, elles sont écrites de manière différente. On voit bien qu'on a juxtaposé des offres et que parce que l'entièreté du lot, pour être couverte, il fallait y aller à plusieurs. On y allait à plusieurs et sans se connaître. Et dans la mise en œuvre, on le voit aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Bien entendu que ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne difficilement. Et c'est parce qu'on est plutôt sur un partenariat subi qu'un partenariat choisi. Et on voit tout l'intérêt finalement qu'on a à anticiper. Et je pense que c'est là la clé. Vous avez parlé du projet stratégique. Moi, j'y crois aussi beaucoup. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est le moment de se re-questionner sur sa stratégie, de la mettre à l'épreuve de nouveaux environnements et de se dire, est-ce qu'elle fonctionne encore? Est-ce que mes orientations stratégiques sont en adéquation avec cet environnement dans lequel je me situe? Est-ce que je dois faire bouger des lignes? Est-ce que je dois sortir un petit peu de la zone dans laquelle j'étais pour élargir un petit peu mon périmètre d'intervention, mon périmètre de partenariat? Parce qu'aujourd'hui, dans les partenaires que j'ai, je n'arrive pas à couvrir l'entièreté des besoins. Et nous, on croit beaucoup à ça, au fait de dire, on parle beaucoup d'hybridation des formations, bien entendu que c'est un besoin. J'ai parlé de l'accompagnement, bien entendu que c'est un besoin, mais on ne peut pas le prendre par le bas, en fait. On ne peut pas se dire, j'ai besoin de répondre sur l'accompagnement, allez, je me structure. J'ai besoin de répondre sur l'hybridation, allez, j'hybride, je vais créer des ressources.
Du coup, on crée des ressources, elles vont rester dans les placards, elles vont pas forcément servir parce qu'elles ont été créées de manière un petit peu conjoncturelle. Voilà, j'y vais, j'ai besoin. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est en quoi l'hybridation vient servir le projet de développement de l'organisme de formation. En quoi demain je vais aller, je m'excuse, je prends cet exemple-là parce que du coup ça fait un peu fil rouge, en quoi demain je décide de structurer cette fonction accompagnement au sein de mon OF parce que ça a du sens par rapport à là, le segment où je vais aller, de marché, par rapport aux cibles que j'ai décidé d'aller chercher. Et donc je crois vraiment que cette question de la stratégie doit être posée et faire ce pas de côté, prendre ce temps. Même si je sais que c'est compliqué parce que selon la taille des structures, une personne a de multiples casquettes et que c'est vraiment hyper compliqué d'arriver à dégager du temps. Mais on y croit fondamentalement et en région, on a lancé un dispositif d'accompagnement pour les organismes de formation qu'on appelle le parcours d'accompagnement stratégique et on finance 50 jours consultants pour pouvoir accompagner finalement les organismes de formation sur un temps long. Hein. Sur un temps long, on insiste parce que en fait, on fait beaucoup de choses sur un temps court. On fait beaucoup de diagnostics. Hein. Il y en a pléthore des diagnostics qui sont mis à disposition. Le diagnostic, c'est une chose. Hein. Passer du diagnostic, de la feuille de route à la mise en œuvre finalement de cette feuille de route et réussir à garder la dynamique alors qu'on doit répondre à des marchés, alors qu'il y a la crise sanitaire, alors que, c'est compliqué. Donc nous, on a voulu que cet accompagnement il soit sur un temps long et que ce soit le point de départ finalement d'une réflexion après sur est-ce que j'ai des besoins de professionnalisation et on accompagne aussi. Et pour accompagner justement cette logique de partenariat, de groupement, de consortium, etc., on a aussi, et je le souligne parce que c'est quand même assez c'est significatif, en fait, quand on a rencontré les acteurs de la compétence et le SINOFDES en région pour du coup parler de l'analyse des besoins qu'on avait pu faire et la confronter à leur regard pour savoir si notre analyse était bien la réalité du terrain, ils nous ont dit il manque quelque chose dans votre plan d'accompagnement, c'est il faut faire parler les dirigeants ensemble. Vous proposez un parcours d'accompagnement stratégique en intra, vous proposez des actions collectives de professionnalisation sur des problématiques en inter, très bien, et les dirigeants, à quel moment ils se retrouvent ensemble pour discuter, se connaître, partager des problématiques. Et donc, sur cette base-là, on a créé un dispositif spécialement dédié aux dirigeants d'OF, qu'on a appelé les ateliers transfo, où ils travaillent sur des problématiques. Celle qui est en cours, c'est la mutualisation des ressources. Le prochain, ce sera les financements, et l'autre d'après, les partenariats. Et donc, notre objectif, c'est de créer de la dynamique sur les territoires, et de se faire connaître, et de commencer à créer ce cadre de confiance. Et c'est en ça que nous, on participe. Monica, vous vouliez réagir, je crois. Je voulais réagir tout à l'heure, mais je vais y revenir, mais je vais rebondir sur le temps long dont vous parlez et qui vous honore au niveau de votre région. Parce que la difficulté, c'est aussi ça, c'est qu'il faut être toujours dans des délais très courts. Et quand on parlait de co-construire, de mettre en place des dispositifs qui répondent aux besoins sur les territoires, il faut nous laisser le temps. Vous parliez des tiers-lieux. Les tiers-lieux, pour monter un dispositif avec plusieurs organismes de l'Union régionale, des organismes de formation Nouvelle-Aquitaine, des structures, enfin de la coopérative des tiers-lieux, enfin, voilà, on est plusieurs, et des structures d'accompagnement. On a un travail en confiance depuis longtemps sur le territoire. On s'est dit, à la crise sanitaire, on va répondre avec les tiers-lieux. Eh bien, on a mis plus d'1 an et demi pour en fait faire une proposition, parce qu'il faut se caler. Il faut se caler sur le champ d'intervention de chacun, sur ce que l'on porte, sur ce que l'on peut faire ensemble, pour qu'il y ait une réelle confiance et qu'on réponde réellement au niveau des territoires aux besoins des publics. On n'a pas voulu répondre tout de suite, on aurait pu répondre en disant bon, mais c'est pour pallier à la crise sanitaire, mais voilà, hein, il fallait se caler. Et je dirais aussi qu'il faut arrêter, je suis désolée, mais je suis obligée de le dire, avec les effets de mode. Hein. Alors, parce que là, maintenant, c'est les tiers-lieux, et puis ça sera après, c'est l'ANA, et puis après, c'est les start-up, et puis après, c'est... voilà, il y a tiers-lieux et tiers-lieux aussi. Donc, il faut voir ce que l'on veut faire. Donc, il faut nous laisser. Si on veut répondre au niveau des territoires, si on veut le faire intelligemment, et je pense toujours à mes collègues qui ont pas des régions comme la vôtre, quoi, parce que... Ils sont là. Il faut nous laisser la liberté d'expérimenter et de co-construire. Mais dans la durée. Il faut arrêter de nous demander de mettre en place des choses. On ne peut avoir des initiatives créatives et fortes, en réponse aux besoins des publics, que si on nous laisse du
temps. Il y a les moyens, mais il y a aussi le temps. Voilà. Tout n'est pas parfait, hein. Attention, je le dis comme tout n'est pas parfait. Nous aussi, on demande des choses dans l'urgence aussi parce qu'il y a des plans qui tombent, quoi. Quand le plan il tombe sur les DELD, bah, il vient s'ajouter à ce qu'on était en train de mettre en place. Nous aussi, on grogne un peu en région en se disant, encore un plan, on avait déjà mis en place des actions, on n'a pas le temps de les déployer, qu'il faut qu'on redéploie. Donc forcément, il y a un effet cascade qui fait que, on lance des marchés, on en demande plus, et puis les délais de consultation sont plus courts. Donc on a bien entendu ça. Et puis, même si on œuvre pour essayer qu'il y ait plus de coordination sur les territoires, on a une mission de coordination des achats publics de formation, la région. Donc, on travaille avec Pôle emploi, on travaille avec les OPCO, et on évite justement ce que vous citiez tout à l'heure. On l'a eu dans nos régions à une époque, mais aujourd'hui, on a plus plein d'offres de formation qui se déroulent en même temps sur une même action, parce qu'en effet, ça n'a pas de sens. Donc on a un rôle un peu de vérification que les POEC, que les AFC de Pôle emploi, elles ne viennent pas percuter le PRF et de faire des choix sur quelle action va être déployée sur le territoire. Donc ça, bien entendu, on y est, on essaye d'améliorer les choses, c'est jamais parfait. Après, sur l'animation territoriale et les problématiques que vous avez posées, elles existent, hein. On a souvent une double animation, voire triple animation, avec différentes collectivités, avec l'État, etc. Donc on essaye d'optimiser, mais malgré tout, il y a beaucoup d'instances. Maurice, vous voulez vouloir réagir? Je vais réagir très positivement parce que c'est vrai que stratégie, on a une volonté de co-développement, on a une volonté de partenariat, de collaboration, de mutualisation. Et si en plus les acheteurs publics accompagnent cette dynamique positivement en termes d'ingénierie, j'ai envie de dire, allons-y, quoi. Hein. Pour le coup, ça va faciliter cette envie d'aller plus loin dans l'idée d'ensemble de donner une meilleure réponse aux habitants. Je pense que là, pour le coup, on a tous les ingrédients. Il y a des prérequis de réussite. Je pense que l'exposé que vous faites en tant que conseil régional sur la mise en orchestration de l'offre et de l'accompagnement de la modernisation finalement de l'offre de formation à travers quand même un prime qui est la coopération, la mutualisation et le co-développement, ça peut que faciliter les choses entre les organismes parce que le dialogue va s'instaurer en confiance. Si on n'a pas ça, ça nous renvoie à nous. Et c'est un peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire, hein, j'ai pas dit ça, hein, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'on va quand même subir de plein fouet la mise en concurrence par les marchés. Et là, à un moment ou à un autre, ça peut parfois être une faille dans ce qu'on a mis en place en termes de mutualisation et de co-développement. C'est ça, c'est que la collaboration ne se décrète pas, les pouvoirs publics ne peuvent pas le décréter, mais ils peuvent le faciliter au final. Une question qui a été évoquée, mais pas forcément abordée dans la collaboration. On parle de la collaboration vers les publics, on parle de la collaboration pour répondre à des demandes. On n'a pas beaucoup parlé de la collaboration pour justement partager nos ressources. On parlait un petit peu du sourcing des formateurs, de la professionnalisation des formateurs. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique dans certains OF de trouver des formateurs qui sont disponibles, qui sont formés, qui sont efficaces. Est-ce que la collaboration déjà y répond et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter cette mutualisation des ressources et ce partage de formateurs ? Alors, moi, par rapport à ce que disait Maurice juste maintenant, effectivement, ça c'est vraiment à penser et c'est l'étape d'après. Mais il faut être dans la confiance. Quand on est dans la concurrence, c'est compliqué. Parce qu'il y a besoin de mutualiser des moyens. Pourquoi c'est toujours les gros qui répondent? Parce que en termes de RH, en termes d'ingénierie, etc., ils sont pourvus de tout ça. Et donc de services support. Mais ce n'est pas le cas de tous les organismes. Et c'est vrai qu'il y a un souci, il faudrait arriver à mutualiser toutes ces fonctions-là. Alors ça c'est une autre étape, hein, mais c'est ce qui permettrait d'aller plus loin. Actuellement, on est une branche, un secteur à part entière. Il y a vraiment des problèmes de recrutement dans nos structures. Enfin là c'est réel. Et tant qu'on est sur la concurrence et qu'on n'arrive pas à mutualiser les moyens, on se pique les formateurs ou on se pique les ingénieurs en formation, etc. Et du coup, comment elle vient la confiance après? On est en colère après celui qui est venu, on a formé et on a accompagné des personnes sur des postes, etc. Et bam, voilà. Donc on est dans ce jeu-là, ça ne favorise pas, donc il faut passer à cette étape-là. Alors c'est compliqué, et il n'y a que quand les pouvoirs publics et les régions en particulier l'accompagnent intelligemment que ça peut se faire. Monsieur Monoki, après Madame Dartois. En Haute-France, on a eu la chance
pendant 5 ans, d'avoir un accord de branche. Un accord de branche, c'est une OFDES, et j'appelle encore la FFP, on a accompagné la région nous a accompagnés, on avait l'ambition, et là, au cœur même du débat que nous avons, hein, l'ambition déjà de répondre à une problématique de la précarité des salariés de la formation professionnelle, parce qu'on a quand même pas mal de CDD, etc. On s'était dit, tiens, on prend l'employeur, enfin voilà, on va aller au-devant de nos ambitions, et pourquoi pas résoudre le problème aussi de ce que vous dites en termes de mutualisation de compétences, d'aller sur de l'emploi partagé, etc. On s'y est cassé les dents, pour être très honnête avec moi. Pourtant, on était en accord de branche. Hein, on s'y est cassé les dents parce que, selon les tailles des organismes, et selon la capacité des uns et des autres, on n'a pas réussi à apporter, nous, branches, la plus-value aux organismes que ça pouvait donner. Chacun étant convaincu que la RH fait partie de l'objet de la différenciation dans un marché. Et que, effectivement, le savoir-faire des formateurs fait partie aussi du marqueur de la différence dans la concurrence. Avec ça, moi, je vous donne le paquet cadeau, on se revoit dans 2 ans si vous voulez, mais là, je reste votre homme pour y travailler, parce que je pense que c'est un vrai beau sujet. Si on veut, Madame Dartois disait professionnaliser, si on veut transformer vers l'hybridation, etc., on doit y aller ensemble. On doit y aller ensemble et la branche doit être aussi à la tête de ça avec les OF. On doit lutter contre la précarité de l'emploi. Cessons d'embaucher les formateurs en auto-entrepreneurs. Cessons de mettre du CDD à répétition. On veut des formateurs experts, on veut des formateurs qui font de la recherche-action, on veut des formateurs praticiens qui sont capables aussi de transformer l'offre. Et bien ça se paye. Et ça se paye notamment aussi par du CDI. Bonsoir de bonsoir. Mais non, sauf que la marchandisation et excusez-moi, mais la capitalisation, ben c'est de la holding. La marge de manœuvre pour nourrir les associés, c'est quoi? Ben c'est le bénéfice. Eh ben moi, ce que je vous propose, c'est pas de faire de bénéfice. Si, bénéfice humain. Donc on a quand même là un nœud sur lequel nous, pendant 5 ans, pour le coup, on s'est vraiment cassé les dents, concrètement, et on n'a pas abouti là-dessus. On a abouti sur d'autres choses. Mais sur ce point-là qui était névralgique par rapport au devenir même des offreurs de formation, on est resté chacun dans son camp. Oui, je voulais rebondir parce que c'est effectivement les mêmes enjeux qu'on a même quand on est très gros et surtout quand on est très gros, puisque on a deux manières de professionnaliser nos formateurs. Alors, on a lancé un grand programme pour tout le monde, mais il y a effectivement une logique qui est liée à la concurrence où tout le monde se dit on va les professionnaliser, donc ils vont nous quitter et aller chez le concurrent. Or, je suis assez persuadée que c'est pas parce que vous formez un formateur à savoir faire de l'alternance, à savoir animer une action en situation de travail ou sur une plateforme, qu'il va forcément vous quitter, parce qu'en fait, ce qui est la différenciation qui restera entre nous, c'est notre pédagogie. Et la pédagogie, c'est-à-dire de mettre tout ça en musique et d'accompagner le public d'une certaine façon, c'est ça la pédagogie, c'est pas de la méthodologie d'apprentissage. Donc en fait, et c'est vrai que je pense qu'on se trompe, c'est-à-dire qu'on peut très bien mutualiser quelqu'un qui accompagne des stagiaires en alternance, ou quelqu'un, faire de l'alternance, faire de la feste et faire de la formation sur une plateforme, c'est pas tout à fait la même chose, ça s'apprend. Et après, la pédagogie vient faire la différence. Et surtout que c'est cette pédagogie-là, et notamment ça rejoint à la stratégie, si on n'a pas réfléchi sur sa pédagogie et la manière dont on veut accompagner les publics, ça sera le seul élément différenciant dans les années à venir, parce qu'on aura sensiblement tous les mêmes contenus qui seront certainement très formatés, etc. Donc il ne restera plus que ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Et ça, c'est ça l'enjeu aussi. C'est pas qu'un enjeu de professionnalisation technique, c'est un enjeu de comment on traduit ça auprès de nos salariés pour qu'ils aient la compétence, et on en revient même sur la base de valeurs d'accompagnement des publics. Après, juste, effectivement, mais il ne faut pas oublier quand même que dans notre secteur, toutes les structures qui interviennent sur notre secteur n'appliquent pas notre convention collective nationale des organismes de formation, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous soumis à la même enseigne. Donc, après, on est soumis donc au financement public, si on ne prend pas en compte, parce que le fait de rendre attractif pour les salariés, c'est aussi les conditions de travail, c'est aussi le salaire, etc. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
Et les financeurs, certains, comment on est rémunéré, hein, c'est précaire. C'est des taux qui sont souvent très bas. C'est des actions qui sont commandées, qui s'annulent du jour au lendemain. Ça, c'est en particulier les prestations pour l'emploi, mais qui mettent les organisations en difficulté. Et en plus, entre nous, si on va arriver, on n'applique pas les mêmes conventions collectives. Et la nôtre, elle n'est pas terrible. On s'emploie aussi à la faire avancer, mais c'est pas très attractif pour les salariés. Donc, ils ont aussi une vie. Et aussi engagés soient-ils, des fois on les perd à cause de ça. Oui, je partage. Alors après, la question de la mutualisation, on commence à l'aborder. Donc en tout cas, on initie en fait un cadre d'échange qui va permettre aux organismes de formation de pouvoir se questionner là-dessus et peut-être de faire sauter quelques verrous qu'on peut avoir. Je pense que la question de la mutualisation, l'objectif un petit peu de la table ronde, c'était la question de la coopération. Je pense aussi que sans mutualiser nos formateurs, les formateurs, j'étais en OF avant, excusez-moi, je dis nos formateurs, sans du coup mutualiser les formateurs au sens propre du terme avec le contrat, etc. Les logiques de coopération, elles peuvent aussi permettre de répondre à ces problématiques de recrutement. À un moment donné, on est conscient qu'on ne peut pas faire bouger les lignes au niveau salarial parce que différentes conventions collectives, qu'on ne se place pas du tout sur les mêmes champs et que là, on ne sait pas dans notre champ d'intervention, et bien dans ce cas-là, peut-être que par contre, on peut jouer de la stratégie d'alliance et se dire qu'on aura les uns et les autres à gagner quelque chose. Il faut définir le périmètre, ça c'est une certitude, et c'est les valeurs, il y a tout ce que vous avez déjà posé, il y a des conditions de réussite pour poser un partenariat, mais ça peut en tout cas, à mon avis, apporter une réponse à cette problématique RH. Et puis, plus qu'avant, il y a ce problème de fidélisation des personnes. Il y a ce problème que vous avez posé de rémunération des formations, et nous, acheteurs publics, on a notre responsabilité. Je citerai juste un exemple. Historiquement, en effet, les achats de formation passaient par voie de subvention, ça date un peu quand même, et aujourd'hui on est passé par voie de marché. On est passé par voie de marché à un moment donné où les acheteurs publics n'avaient pas forcément beaucoup de fonds, et donc du coup notre objectif c'était de délivrer un maximum de formations avec finalement des moyens qui étaient bien plus faibles qu'aujourd'hui, et donc on a un peu conditionné par le fait à négocier vers le bas les prix, ce qu'on appelle de la négociation. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la négociation, mais bon. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, nous, on a constaté en fait que là où on a un peu plus ouvert les vannes, à la fois en innovation, nouveaux types d'actions, nouvelles modalités d'achat, on a constaté une position un petit peu de retrait des organismes de formation qui, du coup, certainement de crainte de perdre le marché, sont restés sur des tarifs très bas. Et on a été très surpris en fait parce qu'avant de lancer notre PRF, on a préalablement fait une réunion. On a fait une réunion avec tous les organismes de formation où on a expliqué cette logique de groupement qui serait peut-être sous-tendue par certains lots. On a essayé d'expliquer un peu la démarche que l'on allait adopter. Et malgré tout, aujourd'hui, on a cette problématique-là. On a tenté, parce qu'on parle de transformation pour les organismes de formation, c'est de la transformation aussi pour nous. Nous, acheteurs publics, on doit aussi se transformer dans nos manières d'acheter, dans nos manières d'animer. On a fait évoluer nos achats en achetant sur certains marchés de leur groupe. On a changé, on n'est plus à leur stagiaire, on est à leur groupe. Donc déjà, ça change la donne pour qu'on puisse délivrer sur des territoires à partir de 6 stagiaires, du coup, des formations. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on est dans une démarche d'évaluation. Donc là, on engage la démarche d'évaluation pour voir si ce qu'on a construit dans le cadre du pacte, ça fonctionne. Et j'insiste, tout ça c'est lié au plan d'investissement dans les compétences, c'est lié à la déclinaison du pacte. Sans ça, jamais les régions n'auraient pu s'engager sur toutes ces choses. Je crois qu'il va y avoir quelques déménagements dans la région Centre-Val de Loire dans les semaines à venir. Tout n'est pas parfait, j'ai bien dit. Non, je veux pas. Peut-être avons-nous quelques premières réactions parmi les personnes dans le public. Oui, on a des réactions là-haut. On vous écoute. Oui, alors je voudrais revenir sur collaboration, soumission, subvention, marchandisation, évaluation finalement et tout ça, pour pas qu'on idéalise un peu trop et liberté, subvention, qu'on idéalise un peu trop une forme plutôt qu'une autre. Je pense qu'il y a toujours eu de la compétition. La formation professionnelle a toujours été des budgets assez conséquents et plutôt en augmentation si on le regarde dans un prisme historique un peu profond.
Je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde le comportement des acheteurs, le comportement des organismes de formation, dont vous venez de parler à propos d'organismes qui restent sur des prix bas, malgré éventuellement d'ouverture côté financeur, avec le cadre même du Code des marchés publics. D'abord, rappelez que le cadre des marchés publics, son origine, les lois Sapin, c'est pour la transparence de la gestion des fonds publics. Et que, de mon point de vue, de notre point de vue, à Léo Lagrange, ça a constitué plutôt une avancée. Il y a un cadre européen également, mais ce cadre européen, on sait aussi que l'État, la nation française, l'État français, pourrait faire aussi des choix par rapport au cadre européen, qui n'est pas si verrouillé que ça sur ces questions-là, d'où les SIEG notamment, dont Synopdes a fait un temps un cheval de bataille. Donc la vraie question, c'est comment on se parle, plus que la question, encore une fois, du cadre, puisque dans le Code des marchés publics, c'est un glissement de dire le moins 10 ans. Le Code des marchés publics, il n'a jamais parlé de moins 10 ans, il parle de mieux 10 ans, et mieux 10 ans peut être plus cher, il peut être moins cher. Rien n'empêche un acheteur de faire le choix d'un organisme parce que précisément, comme ça vient d'être dit, il a plus de CDI et il a une politique sociale plus ceci ou plus cela, ou une politique environnementale plus ceci, plus cela. C'est ça le vrai sujet. Et le sujet, c'est qui dirige la direction des achats dans les collectivités publiques. Qui la dirige et avec quelle orientation? C'est ça le vrai sujet. Et je pense qu'on a créé le Synopdes et les UROF pour précisément être en interlocution au bon niveau là-dessus. Et autrement dit, on n'a pas créé le Synopdes uniquement pour gérer la convention collective aussi au sens stricto sensu, mais bien pour la relier avec le cadre social, le cadre d'encadrement et l'évolution de l'activité. Jamais il est écrit nulle part dans le Code des marchés publics qu'il est interdit d'innover. Alors bien sûr, si la direction des achats elle met que des questions fermées en 2 pages recto verso pour des marchés colossaux, etc., c'est sûr qu'on va avoir du mal à avoir de la place. C'est ça le vrai sujet. Et il faut qu'on continue, nous, à s'organiser pour avoir une parole publique cohérente, forte, collective, et continuer à pousser les portes des collectivités, quelles qu'elles soient. Parce que, encore une fois, la subvention, c'est surtout la liberté de celui qui la distribue. Donc du président du conseil régional, du président du département, du président de la métropole, ou de la présidente, je mets les deux évidemment, ou de la maire, etc. Parce qu'une subvention, ça peut s'attribuer le 2 janvier et ça peut se retirer le 31 décembre, fait du prince. Donc il ne faut pas trop idéaliser cet élément-là. Il y a peut-être dans la subvention ou d'autres mécanismes une autre question qui me semble qui a été traitée, c'est comment on finance notre recherche. L'UDES, dont nous sommes membres au titre du Synodef, a fait des propositions là-dessus, une espèce de crédit impôt recherche, dont nous ne bénéficions pas parce que nous sommes associatifs. Et pour autant, on a besoin de ressources propres et à notre disposition pour pouvoir innover, faire de la recherche. Donc voilà un peu comment je pense qu'il faut continuer à travailler. Je pense que c'est le sens de l'existence même du Synopdes. Et un dernier mot, petit ou gros, organisme de formation, petite ou grosse association, c'est un débat presque aussi vieux que la loi 1905. Moi je pense qu'il faut concevoir les gros organismes. Il faut qu'ils se perçoivent comme ça, eux aussi, comme des locomotives. Une locomotive qui roule toute seule sur les rails, ça ne sert à rien. Une locomotive, ça tracte. Ça a du sens que si derrière, il y a des wagons qui sont accrochés avec des voyageurs dans les wagons qui sont nus parce qu'ils savent où va le train. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que nous continuions à concevoir le rapport entre gros et petit, c'est vraiment en complémentarité. Voilà, donc il faut là aussi, je pense, éviter d'être un peu trop caricatural sur la taille des uns et des autres. Je pense qu'il faut continuer à être plutôt complémentaire. Et le groupement, de ce point de vue-là, est plutôt intéressant pour organiser des rapports avec le financeur. Vous voyez, je viens de dévier, je ne parle plus d'acheteur, je parle de financeur. C'est bien parce qu'on sera organisé, groupé d'une façon ou d'une autre, syndicalement, par les UROF ou autres, qu'on peut organiser un rapport et une discussion permanente et régulière, parce que là aussi, le Code des marchés publics, il n'interdit pas de se parler, même en période électorale.
Une réaction par rapport à ça, Je reviens peut-être, juste, sur je cette reviens juste évaluation. sur la question des achats publics et du moins 10 ans, du mieux 10 ans. La question de la cotation, en fait, dans les achats, après, ça dépend de chaque collectivité, chaque organisation. Nous, au sein de la région Centre-Val de Loire, on a une direction des achats qui est une direction transverse, en fait, qui vient aider et outiller, en fait, les directions opérationnelles. Et c'est les directions opérationnelles qui travaillent étroitement avec la direction des achats pour respecter le cadre juridique. Mais c'est bien nous qui sommes à la manœuvre de définir nos grilles de cotation, de définir les critères de cotation. Et le prix, chez nous, c'est 30%. 70% de technique, 30% de prix. Donc on voit bien à quel point une réponse pédagogique de qualité, elle pourra faire la différence par rapport au prix. Après, on a à s'améliorer, ça c'est une certitude sur nos cadres de réponse, qui sont un peu enfermants et qui du coup laissent pas place justement pour que chaque organisme de formation puisse exposer l'ingénierie qu'il a développée, ses partis pris, qu'est-ce qui l'a conduit finalement à développer ça. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille, on les expérimente sur les chantiers formation en ce moment. On a changé notre cadre de réponse pour voir ce que ça donne, pour qu'on puisse avoir des présentations schématiques, qu'on puisse avoir des choses un petit peu plus éclairantes pour nous. Donc on va l'évaluer aussi, on verra ce que ça donne, mais on a du travail. Et je voulais juste revenir sur un point qui me paraît fondamental. Pour que tout ça, ça marche, en fait, pour que cette transformation, elle fonctionne, il y a une question d'asynchronie ou de synchronie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez votre temporalité qui est la vôtre par rapport au projet de votre établissement, par rapport à ce que vous vivez. Nous, on a la nôtre par rapport à nos achats de formation, par rapport aux élections, par rapport à tout ça. Et si on ne rend pas synchrone, finalement, tout ça à un moment donné, eh bien, du coup, on pourra œuvrer, mais ça ne fonctionnera pas. Donc, nous, notre démarche, c'était de dire, on lance notre PRF, on lance le plan d'accompagnement en même temps, on a 4 ans devant nous, et on a 4 années pour préparer le futur, et on ne leurre pas. On sait très bien que dans 4 ans, on aura beaucoup moins de budget. Donc, on prépare déjà les organismes de formation avec ces budgets en moins. Est-ce que sur cette question de stratégie d'achat, l'évaluation quantitative plutôt que l'évaluation qualitative joue également? Le fait d'être tenu sur certaines statistiques fait que vous tenez compte aussi plutôt de la partie prix que de la partie pédagogie? Ça joue ou pas? En fait, dans nos marchés publics, quand on instruit une offre, on doit l'instruire comme si on ne connaissait pas l'organisme de formation. Qu'il ait bien réalisé ses actions avant ou pas, on n'a pas le droit de regarder ça. Du coup, c'est toute la difficulté. Finalement, on peut avoir des opérateurs qui ont, on l'a vu dans les marchés Pôle emploi, puis c'est arrivé chez nous aussi, qui ont verrouillé le marché, qui sont arrivés, qui se sont posés en région. Ils ont pris le marché, ils ont déstructuré nos OF en région. Et après, ils n'avaient pas de locaux, ils n'avaient pas de formateurs. Et du coup, ils ont déstabilisé tout l'appareil de formation régional sur un pôle. Et après, ils peuvent se repositionner s'ils ont une super offre, s'ils répondent super bien, en quoi on peut derrière demain leur dire non. Donc on voit l'intérêt finalement qu'il y a à travailler, même si on peut dire mais je fais du super boulot, à travailler sur la réponse. Comment je mets en valeur mon savoir-faire en fait dans une réponse à l'appel d'offres. Et ce travail stratégique, on pense qu'il va permettre justement de poser les orientations stratégiques des OF, d'arriver à poser à l'écrit et formaliser toute la plus-value de chacun. Et donc, finalement, tout ce travail de formalisation, il aidera aussi pour répondre aux appels d'offres. Non, moi je voulais juste réagir par rapport au marché public. Je ne suis pas persuadée qu'ils aient toujours amené plus de transparence, mais c'est pas l'histoire des marchés publics. Le marché public, s'il est intelligent, c'est l'unité d'œuvre en particulier qui est importante parce qu'il peut y avoir des marchés très intelligents et d'autres manières d'acheter qui ne fonctionnent pas. Mais c'est vrai que quand on est payé à l'heure stagiaire présent, surtout sur des actions pour des publics éloignés de l'emploi qui par essence sont quand même... le but c'est de les amener à venir, de les amener à être à l'heure, etc. On ne paie pas les formateurs au prorata quand même. Donc on peut avoir des manières d'acheter plus intelligentes. Et moi, pour venir d'une région, au départ l'Aquitaine, qui était le tout marché, avec la tendance au moins 10 ans, je le redis, qui a changé complètement ses modalités d'achat, puisqu'on est passé sur une habilitation de service public, et donc SIEG, par rapport auquel on s'est battu au niveau du SINOFDES, mais ça change tout. Et ça change tout dans ce que l'on peut faire au niveau de la sécurisation des parcours du public, parce que j'y reviens en année là, mais aussi dans la collaboration avec les organismes partenaires. Mais bon, voilà, je pense pas, il ne s'agit pas de subvention, il s'agit d'autres types de modalités d'achat. D'autres questions parmi nos participants?
Oui, il y a d'autres questions, je laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Janine Chapou, je dirige la branche formation de la Lagrange, mais je suis aussi présidente de la fédération des UROF et déléguée régionale dans une région, madame, qui s'appelle la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit, donc on m'apaisantit pas sur le sujet. Je voudrais intervenir juste par rapport à tout ce qui est dit, sur l'importance du réseau local, l'importance des réseaux. On est passé, on se l'est dit à travers différentes interventions, on nous a traités de prestataires dans les années 2000, on nous a bien expliqué qu'on n'était plus que des prestataires et qu'on devait répondre à stricto sensu à un cahier des charges qui déterminait tout, donc on avait juste à déterminer le prix, on nous a dit à chaque fois qu'on était trop cher. Et donc on était bien des prestataires, on s'est en tant qu'organisme de formation adapté, puisqu'on a l'habitude, après 14-15 lois successives, on a l'habitude de s'adapter, et donc on s'est rangé dans des camps de prestataires. Et aujourd'hui, on doit revenir à une position de partenaire, avec des injonctions de partenariat. Et là on est dans le paradoxe absolu, parce que du coup, ce que nous étions avant, il faut le redevenir, avec des injonctions qui arrivent via des financements. Bien évidemment, vous l'avez dit vous-même, vous êtes impacté par des plans qui arrivent successifs, etc. Et la seule force, me semble-t-il, face à ça, pour nous, organismes de formation, c'est d'être membre de réseau local, parce que c'est la force qui nous unit sur les territoires, quels qu'ils soient, hein, départementaux, régionaux, voire national, parce que le territoire national, au niveau national, c'est aussi un territoire. Donc il faut s'organiser en réseau à tous ces niveaux-là pour pouvoir avoir un poids là-dessus. Et j'ai envie de dire que c'est ces réseaux qui aujourd'hui doivent retrouver. Et là, pour le coup, il faut que les collectivités. Et je m'adresse à vous, je suis désolée, vous êtes la seule collectivité là, hein, c'est pas que je veux faire un machin, mais c'est que je pense qu'aujourd'hui, il faut que la collectivité le permette. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez cité des exemples en région Centre-Val-de-Loire pour connaître certains organismes là-bas, on sait ce qui s'y passe, donc il y a des initiatives qui sont prises et il faut que les collectivités repermettent pour certaines, et d'autres continuent à permettre ces échanges-là avec des réseaux, avec des organismes qui se parlent entre eux, pas du tout au moment de l'enclenchement des choses, mais bien en amont et en continu, sans stop and go, etc. Parce que du coup, on perd l'échange, et du coup, après, on se retrouve dans des injonctions qui, pour nous, sont des injonctions paradoxales. Et je voudrais juste vous poser une question par rapport à tout ça, parce qu'on a parlé d'hybridation, on a parlé de choses comme ça. Alors, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, parce qu'on est quand même dans un secteur qui est concurrentiel. Nous, on vend quelque chose en tant qu'organisme de formation. Et notre savoir-faire, notre cœur de métier, alors Madame Thor, vous avez parlé de pédagogie tout à l'heure, qu'est-ce que c'est la pédagogie? C'est le mélange entre l'ingénierie qu'on imagine en tant qu'organisme de formation et les gens que nos salariés qui mettent en œuvre cette ingénierie que nous imaginons. C'est ça, et bien évidemment avec le public aussi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes publics dans nos organismes de formation. Et aujourd'hui, cette hybridation, donc on a des plans d'accompagnement, alors au gré de ratification du PIC, pas du PIC, enfin bref, qui ne prennent pas qui prennent pas le même véhicule à nouveau sur les territoires pour accompagner cette hybridation. Par contre, c'est un accompagnement stratégique des organismes, et on oublie, me semble-t-il, le fait que cette hybridation, ce travail d'ingénierie peut être fait au niveau de réseau. Et c'est pas parce que je préside la Fédération des UROF que je dis ça, mais quand même un petit peu, c'est parce qu'il y a des structures, il y a des espaces où on peut travailler cette hybridation en commun, dans un partage commun, sans pour autant que ça soit un élément
différentiel de concurrence, mais plutôt un élément supplémentaire d'accroissement, en tout cas de savoir-faire supplémentaire pour les organismes de formation. Ça, je pense qu'on l'oublie aujourd'hui, ça me semble important à dire. Et là, la dernière question que j'avais, c'est parce que du coup, je voulais savoir là-dessus sur l'hybridation comment vous avez les choses, puisqu'aujourd'hui, on ne le voit qu'à travers le prisme des organismes de formation directement, mais pas au niveau de ces réseaux locaux, lorsqu'ils existent. Et la deuxième question que j'avais, c'est la question du sourcing. Parce qu'aujourd'hui, depuis ce matin, on a parlé beaucoup d'un certain nombre de choses, et c'est très intéressant, mais on est confronté quand même aujourd'hui, par le biais de la reprise économique, d'une part, mais pas que là-dessus, au fait qu'on a des organismes de formation qui sont en train de se transformer, qui investissent énormément par rapport à moi je l'appelle une injonction de transformation, mais une injonction dans le sens noble du terme, hein, pour répondre aux évolutions sociétales, etc. Mais on est tous en train de se bouffer de public. Alors déjà on fait la guerre entre les formateurs, et en plus on se fait la guerre au niveau des publics parce qu'il n'y en a pas assez. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il n'y en a pas assez. Si, il y en a, mais ceux qui arrivent dans les organismes de formation. Et aujourd'hui, par rapport à ça, la question c'est comment, parce qu'on voit bien se déplacer les choses, on voit bien que les organismes de formation, aujourd'hui, on nous demande de sourcer. On nous dit c'est à vous à aller chercher. C'est à vous à y aller. C'est à vous à vous débrouiller, à mettre en place autre chose pour aller chercher les publics. Mais par contre, là, le cahier des charges, il n'a pas bougé pour l'instant. Alors, nous, notre cahier des charges, il a bougé. C'était explicite que les OF, ils étaient sur la captation des publics. Ça, c'était une évidence. Je reviens juste sur la première question sur les réseaux. Alors, à l'échelle, en effet, extra-régionale, nous, on ne peut pas agir. Mais par contre, si je reprends notre parcours d'accompagnement stratégique, on l'a construit de manière individuelle. Michel Bosso, qui est dans la salle, qui est dans notre région, a été notre premier organisme de formation qui a fait le parcours d'accompagnement stratégique. Le premier aussi à avoir, je crois, été sur la fin de l'étape de diagnostic. Mais on a d'autres organismes de formation. On a l'AFPA qui est engagée, et elle est engagée en réseau. C'est-à-dire que chaque entité le gère de manière individuelle son diagnostic, et il y a dans les temps consultants, il y a un temps mutualisé pour travailler en réseau. On a la même chose du côté des CFPPA. Et j'ai un autre exemple très récent, c'est en cours, on est en cours de détermination d'une date par rapport au métier de la culture. On constate aujourd'hui que les OF qui œuvrent sur les métiers de la culture ont été encore plus percutés que les autres par la crise sanitaire et par la loi de 2018. Parce qu'ils ne disposent pas non plus de fonctions support, etc. Et ils se sont trouvés confrontés à des certifications plus éligibles, à avoir une difficulté à rentrer sur les marchés publics. Donc on est en train d'engager on va essayer d'engager une nouvelle approche qui est un parcours d'accompagnement stratégique de filière. C'est-à-dire qu'on va réunir avec une plateforme qui s'appelle Métier Culture, qui porte un petit peu l'observatoire au niveau régional. Je synthétise, avec leur appui, on travaille pour réunir les organismes de formation et voir comment on peut leur proposer justement d'engager cette démarche-là et de voir comment collectivement on peut les aider, parce qu'ils ont justement des points communs, des difficultés communes et des atouts communs, et donc d'essayer de les engager dans ce sens-là. Donc on va essayer, c'est en cours de définition en termes de date, ça date de la semaine dernière, donc c'est tout récent. On ne s'interdit pas, justement, on a construit notre marché de transformation pour qu'il soit agile et qu'il puisse s'adapter à des situations. Donc ça bouge tout le temps, ça bouge constamment. Concernant la captation des publics, c'est notre gros sujet. Donc on a mis en place une action collective, organismes de formation, acteurs du SPRO, innover dans le recrutement et la mobilisation des publics. Donc on a testé une première action qui était sur 6 jours, trop long pour les OF en termes de mobilisation, donc on vient de refaire la réingénierie de l'action. Elle est sur 3 jours, l'idée c'est de rentrer par du design de service. C'est dans un premier temps de regarder la cartographie de l'état des lieux de l'existant. Chacun a besoin de poser où est-ce qu'il en est, ce qu'il vit. C'est important pour pouvoir passer ce cap-là et engager une démarche. Donc on a une première journée qui est dédiée là-dessus, où c'est animé par des consultants qui sont spécialisés. On a une deuxième journée, une deuxième demi-journée cette fois-ci, qui est sur comment je vais à la rencontre des publics. Parce que le constat qui est posé, c'est que le public qui vient en organisme de formation, c'est donc un public que finalement on a réussi à toucher. On a réussi à toucher par toutes les actions qu'on a mises en œuvre pour le recrutement.
Par contre, tout ce public qui est à l'extérieur, on n'arrive pas à le toucher. Et pourquoi on n'arrive pas à le toucher? Certainement parce qu'on a des représentations les uns et les autres sur ce public-là, certainement parce qu'on n'utilise pas les bons canaux de communication et parce qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent, quels sont leurs besoins. Donc notre démarche, c'est bien, une des clés, c'est d'aller à la rencontre des publics, pas de ceux qui viennent chez vous, parce que ceux qui viennent chez vous, vous avez réussi à les capter, mais ceux qui sont du coup ailleurs, pas forcément des invisibles, hein, mais ceux qui sont ailleurs et qu'on ne capte pas. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de donner une boîte à outils pour dire comment je vais à la rencontre des publics, comment finalement je recueille ce besoin-là et comment derrière, moi, je peux faire bouger mes modalités de recrutement et de mobilisation. L'autre journée, elle est tournée sur le marketing digital, parce qu'on sait que c'est une clé. On sait que c'est une des clés pour aller chercher des publics, et notamment du public jeune. C'est un peu notre entrée pour cette action-là, avec l'idée un petit peu de redonner des clés de lecture sur le marketing digital, le poids des différents réseaux sociaux, les différents canaux de communication et comment on peut fonctionner. Et une deuxième demi-journée, on appuie sur ce premier temps d'échange, un atelier de co-développement. On partage des problématiques, on essaye de les résoudre ensemble. Et pour outiller les OF, parce que c'était leur demande, ils nous avaient dit 6 jours c'est trop long, on n'a pas assez de boîte à outils. Donc la première boîte à outils, comment on va à la rencontre des publics, méthodologie d'un protocole d'exploration. Et la deuxième demi-journée, c'est sur une ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ok, maintenant il faut que je m'outille et comment je fais. Et derrière, on va mettre en place un système de coaching, intra-OF ou collectif, pour que de cette action, on passe à la transposition dans les pratiques et qu'on arrive à lever les freins. Et là, on a un groupe qui va s'engager sur un département plutôt collectif, où ils veulent justement être accompagnés à conduire des actions ensemble. Donc c'est notre levier pour l'instant, on le teste depuis début janvier, on a eu du mal à construire l'action, à définir le format. Et notre objectif là, c'est pas que OF, hein, c'est OF et tous les acteurs de l'EFOP en fait, tous ceux qui concourent finalement à l'emploi, l'orientation et la formation. Mais c'est un vrai problème. Moi, je rebondirais sur ce que disait Janine, juste s'il peut y avoir, parce que ça fait partie des solutions, un accompagnement des réseaux pour justement faire ce travail collectivement de changement, de mutation et au plus près des territoires. C'est intéressant parce que là, on n'est plus dans l'aspect concurrentiel du gros qui est mandataire, et même s'il entraîne les autres, c'est pas toujours évident. On est dans un autre espace où on peut réellement collaborer et proposer des solutions. Et c'est vrai que, je trouve que ce que disait Janine est très pertinent, que ça pourrait faire partie des solutions pour trouver des innovations à mettre en place au niveau des territoires. Et puis il faut savoir qu'on a un groupe à Région de France, des régions, de l'ensemble des régions. On se réunit, donc on était la semaine dernière et on a travaillé sur, on partage nos plans d'action, on partage nos plans d'accompagnement, on regarde ce qui fonctionne pas. On a des régions notamment qui avaient fait le choix de laisser un reste à charge pour les organismes de formation dans leur accompagnement stratégique. Elles partagent, elles voient bien que passer en marché, ça permet de ne plus laisser de reste à charge et ça permet justement d'engager plus d'organismes de formation. Donc on a des retours d'expérience collective en région pour essayer d'améliorer et puis de se servir de ce qui se passe ailleurs et puis d'aller plus vite en fait. Une autre question. Oui, bonjour à tous. Donc, Yves Vermont, moi je dirige un organisme qui s'appelle Média Formation qui est en Normandie. Voilà, la collectivité aussi, on dit souvent que l'herbe est verte en Normandie, donc on est aussi une région de concertation avec la collectivité. Et Urov Sinovdef est aussi président du réseau des APP. Moi je voulais juste rebondir, alors je partage beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui par Maurice, par Muriel et par Janine, et je voulais juste pointer 2-3 éléments. Le premier élément est l'aide qu'on attend nous d'une collectivité, d'un financeur, quoi qu'il soit, c'est de nous aider à transformer l'innovation. Je suis d'accord que l'innovation est une reproduction en action quand elle devient finalement une action qui a du sens et qui apporte un service pour des publics très éloignés. Aujourd'hui, on a souvent cette grosse difficulté, alors on n'a pas fait le pas de côté de la gestion des fonds européens et du marché FSC+, où systématiquement on nous demande, une fois avoir lancé les actions, bah oui, mais maintenant c'est à vous de trouver les financements pour. Oui, très bien, mais qui prend le relais derrière? On nous pose la même question sur les plans d'investissement dans les compétences, et après on va nous redemander finalement ces actions qui ont été ouvertes, qui ont pu à un moment donné apporter, en tout cas qui ont été évaluées comme étant qualitatives, de les faire rentrer dans des cahiers des charges auxquels finalement on est peu associé dans la réflexion et dans l'évaluation. Je pense là notamment l'enjeu
des actions 100% inclusion, comment à un moment donné elles vont s'intégrer peut-être dans des parcours CEJ, enfin voilà. Donc ça c'est le sujet de l'innovation. Je pense aussi que moi je suis aussi président d'une structure dans le handicap et dans l'IAE et en fait on vit les mêmes choses dans ces secteurs-là aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'ai entendu moi toute la matinée sur les regroupements des structures, les groupes privés qui reprennent des structures, et c'est en fait un mouvement qui est permanent pour les associations. Et je partage aussi ce que dit Janine. Je pense que peut-être la force qu'on a dans les organismes de formation, au-delà de notre étiquette formation, on est des acteurs de la cohésion sociale, on est des acteurs quand on travaille sur les publics, ce que disait la collègue tout à l'heure, primo-arrivant bénéficiaire de la protection internationale, qu'on accueille tous les ans, plus de 50 nationalités, on est des acteurs du vivre ensemble, et on n'est pas identifiés comme ça. On n'est pas identifiés comme des acteurs qui participons finalement à rendre un territoire plus coopérant, à rendre des citoyens peut-être plus intégrés et à permettre à un moment donné à des populations de s'épanouir et de vivre ensemble. Et il y a peu de lieux en fait où les gens apprennent à vivre ensemble. Et ça, c'est pas identifié. La preuve, c'est systématiquement, moi j'ai suivi les débats des régionales dans plusieurs territoires. J'ai jamais entendu parler de la formation et du vivre ensemble. J'ai entendu parler déjà de sujets qui souvent n'étaient pas liés à la compétence de la région, mais souvent l'économique, la sécurité, et très peu finalement ce que représente vraiment la formation tout au long de la vie. Donc ça là où je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, et moi ce que je pense, c'est qu'on a un coup d'avance dans la formation, dans les partenariats grâce à nos réseaux. Et si on va dans le champ de l'insertion par l'activité économique, ou là, le champ du handicap, il n'y a pas encore cette culture de la coopération. Et on a tout intérêt, au-delà des tiers-lieux, et en tout cas de ces coopérations, de s'associer aussi avec des structures qui ne sont pas des organismes de formation. Bon, le parcours sans couture, je crois qu'on n'a plus le droit de le dire, enfin, on parle plus de cette chose, mais si on veut sécuriser à un moment donné, les organismes de formation ne font pas que de la formation, ils font de la médiation numérique aussi, très souvent. Et aujourd'hui, il y a un risque à ce que on prenne peut-être plus de place. Alors ça pose la question de la locomotive, jusqu'où voilà, les gros vont prendre et peut-être aller au-delà, ou comment justement on arrive à attirer pas que des organismes de formation, mais la prévention spécialisée qui a un rôle à jouer à un moment donné sur les territoires, les CCAS, les CMS, et comment on arrive à créer ces consortiums. Et je pense qu'on est des locomotives de partenariat, parce que ça fait des années qu'on n'a pas le choix, et là c'est de pire en pire, parce que les allotissements grossissent, et je pense qu'il y a vraiment cet enjeu. Voilà ce que je voulais dire. Moi, j'aurais deux réponses à vous apporter par rapport à cette innovation dont vous faites part dans certains appels à projets. Alors, il y a deux choses. 100% inclusion, c'est un appel à projet de l'État qui est redescendu dans les DRETS. Et on a beau avoir instruit pour certains des projets. Moi, j'ai instruit sur les invisibles, etc. Mais en fait, derrière, j'ai pas de retour. Donc aujourd'hui, la problématique, elle est là. C'est que cette problématique, à un moment donné, d'appel à projet de l'État, on travaille avec Région de France pour justement faire en sorte qu'on n'ait pas des appels à projets qui descendent aux régions, nous, régions qui portons des projets, pour que du coup, on puisse évaluer. Notre difficulté, c'est qu'il se passe certainement plein de choses, mais on ne le voit pas et on n'a pas de moyen de le voir. Ça s'ajoute aussi au fait qu'on a, j'insiste, vous avez une charge de travail qui est énorme, mais il faut vous dire que côté région et agent de région, on a une charge de travail phénoménale qui ne nous permet pas aujourd'hui d'avoir ce temps de se dire si je n'ai pas l'information, parce que l'adresse doit aussi avoir une charge de travail énorme, si je n'ai pas l'information, comment je vais la chercher? Donc je pense que vous pouvez, en tout cas dans le dialogue qui est installé, et j'imagine qu'en Normandie il n'y a pas de difficulté, venir à notre rencontre. On est à l'écoute en fait d'initiatives pour venir nous parler en fait des projets que vous avez portés, et pour nous c'est inspirant aussi dans la refonte de nos cahiers des charges. Après, nous, on a une démarche d'évaluation qui est assez engagée. En fait, on la porte avec un autre collègue pour vraiment évaluer les dispositifs du point de vue de l'ingénierie. Et on ne le fait pas du siège du conseil régional. On engage une démarche d'analyse des bilans. Donc, si les bilans sont remplis et complétés avec des informations qui sont exploitables et qui font ressortir l'innovation, on va la capter. Et on va aussi aller à la rencontre des publics. On va aller dans des bilans physiques et on va faire des retours d'expérience collectifs. Donc, on va se nourrir de tout ça pour notre PRF de demain. Donc mais il y a des choses qui passent hors des radars. Oui. Par rapport à ce que je disais, je n'accréditais pas du tout le conseil régional par rapport à... On a aussi, nous, organismes de formation, à travailler sur l'évaluation qualitative au-delà des indicateurs qui nous sont
demander de suivre. Ces indicateurs de suivi sont nécessaires, bien sûr, pour rendre visible ce qu'on fait, mais tous ces indicateurs qualitatifs, on a du mal. On a du mal souvent à essayer d'évaluer justement comment l'UNES, tout à l'heure parlait le collègue, travaille sur l'impact sociétal. À un moment donné, quand on met 1 euro sur de la formation tout au long de la vie, qu'est-ce que ça apporte sur un territoire? On a besoin aussi, nous, à mon sens, et le SINODEF a tout son rôle là-dedans, on en a souvent parlé, d'avancer sur rendre visibles tous ces indicateurs qui aujourd'hui sont finalement peu visibles ou peu suivis. Et juste aussi, et je pense qu'au niveau des CREFOP, parce que voilà, c'est aussi pour dire, moi je viens de faire un peu de candeur calculée, je viens de rentrer au CREFOP, on passe par des canaux divers et variés, puis en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui représentent des organismes de formation, mais qui ont d'autres étiquettes finalement que les étiquettes du SINODES en l'occurrence. En fait, moi je découvre que les sujets, c'est revoir le règlement intérieur, voir comment on va pouvoir réussir à prendre dans ce quadripartisme si rêvé des décisions, en fait, parce que prendre une décision à 4, c'est très bien, mais est-ce qu'on passe au vote? J'ai pas vu que dans les comptes rendus, il y avait beaucoup de votes. Et à un moment donné, comment on arrive à s'arrêter? Les marchés s'arrêtent jamais dans la formation. Les marchés, ils s'arrêtent jamais, on passe d'un marché. On ne peut pas avoir de rupture sur les territoires. Donc nous, on s'arrête jamais dans nos activités. Comment à un moment donné, on s'arrête pour capitaliser, pour évaluer dans les politiques, on parlait du PIC, on parlait du rôle de France Compétences, dans les politiques régionales, dans les PROFOP, au-delà du périmètre peut-être en intégrant les schémas sanitaires et sociaux, le schéma de l'ESS, en ouvrant un petit peu ces commissions pour qu'on ait une vraie évaluation et qu'on puisse à un moment donné voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors on est en train, c'est bien là, c'est bien synchrone avec notre sujet en ce moment. La semaine prochaine, on réunit un comité de projet en fait avec des collègues qui s'occupent du sanitaire et social, qui s'occupent des CFA, qui font partie d'une autre direction chez nous, et puis nous, des collègues qui vont œuvrer sur différents sujets, différentes politiques, pour aller questionner la notion de communauté. Et en fait, on cherche à travailler sur des communautés de pratique, des communautés d'intérêt. Il y a différents types de communautés. Et on veut aller les questionner ensemble, parce qu'on est en train de siloter, chacun fait des choses de son côté. Et là, pour pouvoir traiter ce type de sujet dont vous parlez là, il faut pouvoir avoir un espace de dialogue qui soit installé. Il faut que l'animation, elle fonctionne. Il ne faut pas qu'on sursollicite les acteurs. Donc, il y a tout un cadre quand même à fixer. Et on voit qu'on a besoin d'aller échanger, d'aller discuter. On ne sait pas encore comment. Là, dans notre plan d'accompagnement, on a des actions qui sont dites à problématique. L'action sur le recrutement des publics, c'est une action à problématique. On en a une autre aussi sur construire des parcours territoriaux de formation. Comment on construit des parcours territoriaux de formation. De ces deux actions-là, sur tous les territoires, il est ressorti, on est super contents de travailler ensemble. On a enfin pu se retrouver. On ne se connaissait pas vraiment. Comment on fait pour continuer? Et du coup, vu que ça émerge de partout, on s'est dit qu'il ne faut absolument pas qu'on aille dans tous les sens. Donc il faut qu'on arrive à trouver des formats en fait, d'animation qui sont protéiformes, hein, parce que tantôt ça va être avec une entrée territoire, tantôt ça va être une entrée filière, tantôt ça va être une entrée publique. Et du coup, comment on arrive à faire quelque chose qui ne fasse pas une usine à gaz, et qu'à la fin, il y a un désengagement finalement des acteurs. Maurice, une dernière réaction, je vois le temps qui tourne. Il y avait un point que vous vouliez relever? Oui, c'était deux réactions, parce que tu as posé quand même deux chantiers. Sur la mise en réseau, je pense que tu as raison. Alors, encore faut-il qu'on le déclenche. C'est-à-dire que là, pour le coup, moi, je prends un exemple dans le Pas-de-Calais, j'ai la chance d'avoir un département qui met en réseau les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On s'est mis de là-dedans, et je peux te dire que ça a généré, là pour le coup, de la coopération par compétences. Et donc ça a facilité finalement mon travail d'ingénierie, de coopération, de complémentarité entre les acteurs de l'ESS vis-à-vis de l'organisme de formation ou vis-à-vis des organismes de formation. Tout ça pour dire qu'il faut aussi qu'on soit, nous, très clairs sur cette volonté de co-développement et d'aller vers les réseaux pour construire aussi ce cousinage et cette synergie de compétences. La bonne entrée, c'est la compétence, parce qu'elle est respectée par tous. Et là, on peut se reconnaître. Le reste, pour moi, c'est après de l'opportunisme. Voilà. Mais la compétence. Sur l'échelle régionale, parce que tu parlais du CREFOP, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie justement tout ce travail à faire, nous, là pour le coup, réseau SINODES, fait des UROF ou autres, à organiser la prise de parole aux instances. Nous avons des zones d'influence. Et ces zones d'influence, on doit les organiser. Si elles ne sont pas organisées, ça tweet tel que tu viens de le dire. Alors là, ça part tout azimut.
Donc ça veut dire quand même qu'entre deux, la CRAS, l'UDES, le SINOVDES, derrière la FEDEUROF, la FFP, etc., s'il y a un accord de branche, tout ça, ça doit être en orchestration. Si on veut faire force, ensemble, parce que sinon, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, on a quand même des instances où on va avoir peu de marge de manœuvre pour influer les décisions. C'est pas là où ça va se passer, c'est dans d'autres couloirs. Je voulais donner juste un petit exemple par rapport à ça, c'est que quand on a décidé de mettre en place les villages des solutions, on ne savait pas du tout si ça allait fonctionner ou pas. Donc pour reprendre l'exemple de Lyon, donc 40 partenaires, à un moment on s'est dit il faut un conseil de village. Et donc on a mis en place un conseil de village, et depuis dans ce conseil de village des résidents qui travaillent ensemble et qui co-construisent, on a invité la métropole, on a invité, on a invité toutes les collectivités publiques. C'est à Lyon, donc celle qui a la compétence n'est pas venue encore, mais on ne désespère pas. Mais effectivement, je pense que ça permet de prendre des décisions ensemble, de travailler ensemble et de les présenter de bout en bout à une collectivité. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, il y a des moments, il y a celui qui prend le lead sur une action, sur une autre. Par exemple, là, on vient de décider de mettre en place, on a accueilli un nouveau résident à Lyon, où on a mis en place des jardins partagés. Et donc, c'est une attractivité supplémentaire. En fait, les personnes apprennent le jardinage et partent avec, évidemment, les légumes et tout ce qu'ils ont produit. Mais c'est le moyen qu'on a trouvé pour attirer un certain type de public à un certain endroit qu'on avait repéré, etc. Voilà, donc c'est tout ça ensemble qu'on arrive à construire. Donc voilà, je vous inviterai en septembre à l'inauguration. Voilà, le conseil du village. Une dernière question. On vous laisse le privilège de la dernière question. Bonjour, merci. Je m'appelle Claire Dupuis-sur-Pas. Donc moi j'ai créé une plateforme de bilan de compétences collaboratif. Donc j'étais pas du tout issue de la formation, je viens des ressources humaines. Et j'ai réussi à créer un outil digital qui est certifié Calliope, créateur de liens sociaux. Donc ça c'était vraiment très important, avec une offre solidaire. Donc déjà merci SINOVDES, je trouve que cette matinée est fort enrichissante. Et ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas tout seul, puisque moi je suis encore un tout petit acteur, même si je fais travailler des personnes avec moi. Et en fait, ma question, c'est la suivante. Enfin, c'est plutôt une question très ouverte, donc peut-être une page ou un chantier de réflexion commun qui s'ouvre. Je ne sais pas comment vous faites, les autres dirigeants d'OF. Moi, j'ai un bilan, j'ai des comptes, et je dois gagner ma croûte. Et le temps que je dois passer, donc j'entendais la proposition de coaching pour aller sur les réseaux sociaux, pour aller trouver, donc là, on est en B2C, on est CPF. Moi, je peux vous dire que j'ai dès le démarrage, refusé totalement de faire du référencement, etc. Parce que je sais que c'est un gouffre financier et que je préfère le bouche à oreille et avoir des clients contents et aller les rencontrer un par un. Mais c'est un gouffre financier et c'est énormément de temps passé. Ça veut dire que derrière, même si vous êtes formé, il faut avoir quelqu'un pour faire l'alimentation de vos RS, etc. Ça a un coût. Et par ailleurs, on en parlait tout à l'heure, moi, une réponse à appel d'offres où on est venu me chercher, c'est une semaine de boulot. Une semaine de boulot. Et entre nous, je suis une ancienne avocate. Donc ces dossiers, j'arrive à peu près à les prendre. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, ma question, c'est comment on fait aujourd'hui pour s'en sortir avec ces multiples tâches, sans parler du bilan pédagogique, de l'EDOF, de tous ces trucs. Moi, personnellement, je ne sais pas comment gérer mon temps et comment vous faites. Donc c'est plutôt un vrai questionnement sur les critères de gestion d'un organisme de formation. Et tout ce qu'on a derrière, et qui n'est pas du développement commercial de base, mais vraiment prendre sa place dans un environnement et faire connaître une offre de qualité. Voilà. Je vais réagir parce que vous êtes là sur un des nœuds. On parlait de mutualisation tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'à un moment, au niveau des TPE, PME de formation, la question devra quand même se poser de façon très concrète sur notamment des fonctions de support. On peut mutualiser peut-être plus facilement que sur d'autres fonctions. Je pense que c'est déjà une petite réponse à ouvrir. C'est un vrai chantier, ça. Hein, parce que là, vous renvoyez aussi au modèle économique. Aujourd'hui, le marché se structure d'une telle manière. Alors, quand on parle de gros et de petits, on va parler de chiffre d'affaires. Je ne vais pas parler de gros et de petits, je vais parler de chiffre d'affaires.
faut savoir quand même que le marché de la formation professionnelle, il est détenu à 90% par 10% d'organismes de formation seulement. Le reste, c'est des pièges jaunes. Tout le respect pour Bernard Chirac, bien sûr. Mais bon, ouais. Je veux dire, le reste, c'est pour les pouilleux, quoi. Voilà. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir quand même se poser la question du modèle économique des TPE de formation, des TPE, PME. Et est-ce qu'effectivement, dans la commande publique, dans la commande privée, il y a encore de la place ou pas, finalement, sur la reconnaissance d'expertise des associations ou des structures TPE, PME qui ne sont pas sur ce seuil des 5 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires. Ça, c'est le vrai débat de fond que nous devons mener ensemble. Et je reviens à la locomotive. Ça veut dire que la locomotive, il y en a, mais il faut qu'elle soit convaincue qu'elle peut aller aussi vite tout en mettant les wagons. Je propose que Synovest planche ensemble avec ses adhérents. Une autre réaction sur cette en clôture? Je vais juste partager peut-être l'échange qu'on a eu ce matin au café. En fait, pour moi, ça reboucle avec la notion du partenariat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le choix de porter une réponse à un marché public en tant que mandataire, en tant que co-traitant. On a le choix aussi d'y aller par la voie de la sous-traitance. Et c'est d'autant plus intéressant que la voie de la sous-traitance, on peut y aller même en cours de marché. Donc du coup, sur des structures... Mais justement, j'en parlais ce matin, je disais, par rapport à cette problématique d'hybridation, de digitalisation, certains organismes de formation ne sont pas aujourd'hui en capacité d'aller investir ça sort de leur champ de compétences, et ils aimeraient pouvoir trouver un partenaire qui va apporter la solution, qui va leur permettre finalement de pouvoir délivrer demain des parcours hybridés, et ça peut se faire par la voie justement d'aller chercher un autre organisme de formation qui lui est plutôt sur un marché de niche, qui est plutôt sur là comme vous sur une solution. Et moi je disais ce qu'il faut, c'est aller sur le site du Carrefour, il faut identifier quels sont les dispositifs portés par les financeurs publics qui traitent de votre objet de digitalisation, et puis d'aller chercher ceux qui sont attributaires des marchés et d'aller les rencontrer. Ils n'osent pas les portes. Ils n'osent pas les portes. Ils ont le business, ils ont le marché, ils regardent. Tout. C'est-à-dire que vous avez, je pense que tout le monde a entendu. Voilà, vous avez une philosophie très claire des gens qui captent les marchés, qui disent c'est pour nous, point barre, et on ne partagera pas. Donc là, ça veut dire qu'on change la mentalité de coopération entre nous. Et ça, c'est un vrai chantier. Oui, et puis après, je pense que, je sais pas quelles seront nos attendus demain dans notre futur PRF qu'on sortira en 2024, mais on sait que la place des parcours hybridés sera forcément plus importante. Aujourd'hui, c'est ouvert sans aucune obligation. Demain, peut-être que ce sera un peu plus... on aura des attendus un peu plus forts. Et donc là, c'est des messages qu'on fait passer. J'imagine que c'est des messages qui sont passés par d'autres régions. Certaines ont déjà fait le choix de mettre des seuils de formation à distance du coup dans les parcours. Donc en fait, on est sur une fenêtre d'ouverture, une temporalité qui est plutôt bonne, je pense, pour engager ce type de choses-là. Il y a des freins, ça c'est une certitude. Mais voilà, la voie de la sous-traitance, pour moi, c'est à envisager. Et puis, quand on n'est pas Calliope, ça marche aussi, la sous-traitance. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Élodie voulait que nous parlions formation et que ce ne soit pas une fin. Je pense qu'il y a plein de sujets encore à traiter. Je te laisse le mot de la fin, peut-être, Élodie. Merci beaucoup. Merci. Restez là peut-être pour une minute. Vraiment, merci à vous, merci à tous les autres contributeurs, merci d'être tous présents ici. Je voudrais, avant qu'on enchaîne autour d'un buffet, parce que c'est parfois là que se créent des relations de confiance et les débuts de partenariats constructifs, je voulais vous présenter les salutations de notre président, Michel Clésio, qui a été testé positif au Covid hier, et vous pouvez imaginer son dépit, sa déception. Il était tellement content de pouvoir vous retrouver tous en présentiel. Donc voilà, je pense qu'on peut lui faire peut-être une petite spéciale ovation. Donc on lui fera bien sûr un retour de cette matinale, à mon sens très riche. Vraiment merci beaucoup, et à tout de suite pour le buffet.